Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Pascal, diagonaliste et cycliste de longue distance particulièrement expérimenté. Pascal, merci beaucoup de participer à ce podcast. Peux-tu dans un premier temps te présenter ? Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Bon, je suis Pascal Pénaud, je suis de Touraine, j'ai 54 ans, passionné de vélo, d'ultra, de longue distance et diagonaliste depuis déjà presque une dizaine d'années, avec quelques expériences en long, en large, d'un côté et de l'autre, et voilà quoi. Pascal, comment tu es passé de tes premières distances à vélo à diagonaliste ? En fait, j'ai toujours été attiré par le défi physique dans un premier temps, et puis aussi la découverte, la curiosité. Donc j'ai commencé par une épreuve qui m'intéressait, qui me faisait un peu de l'œil, qui était Bordeaux-Paris, avec un 600 km. Alors je me suis préparé, je me suis posé des questions en tant que novice. Je suis arrivé au départ avec pas mal d'interrogations. Est-ce que je vais arriver à faire les 600 bornes comment se préparer, nanani, machin. Et du coup, j'ai suivi pas mal de monde venant du cyclotourisme dans un premier temps en Touraine, avec des conseils, augmenter les distances au fur et à mesure, entre un 100 bornes, un 200, un 300, passer presque une demi-nuit sur le vélo, puisque rouler de nuit c'est quand même particulier et c'est pas courant, on va dire. Et puis comme ça, je me suis présenté au 600, j'étais assez confiant en fait. L'épreuve s'est bien passée, j'ai toujours roulé en groupe, j'ai trouvé que les 600 km étaient passés assez rapidement. On a eu un temps correct en plus de ça, ce qui n'était pas gagné d'avance. Un petit vent défavorable sur la région parisienne, mais en fait j'ai adoré les rencontres et puis la longue distance, les heures de selle et puis le défi. Ça m'a vraiment plu quoi. Et j'ai commencé comme ça, c'était vraiment mon premier défi. Si j'ai bien compris, tu as commencé par un 100 km, un 200 km, voilà. Ça c'est dur à imaginer. Exactement, 60, 80, les 2 premiers mois on va dire. Puis je suis tombé sur un groupe de cyclotouristes dans le coin et je me suis accroché à eux. Et puis je suis rentré, j'avais le compteur à 100 bornes quoi. Donc je me suis dit tiens, t'as fait ton premier 100 km en vélo. Puis finalement j'ai vite récupéré, j'ai pu repartir assez rapidement, 2-3 jours après, tout allait bien quoi. Et puis des rencontres en rencontres, de parcours en parcours inédits, avec des découvertes même dans la région, autour de chez soi, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'aller bien loin pour faire des découvertes, c'est ça l'avantage du vélo. Et par curiosité aussi, de temps en temps, on essaie d'aller voir une nouvelle route, on regarde sur le GPS et tout. Et c'est monté comme ça de fil en aiguille, quoi. Et de fil en aiguille, tu as fait ton premier Paris-Brest-Paris en quelle année ? J'ai fait mon 2014 15 ou 2015. 15 ouais, 15 ça doit être 2015. Faudrait que je regarde, mais c'est à peu près ça. Ouais. C'était le défi parce qu'arrivé à Paris au bout des 600 bornes, je me suis dit maintenant il faut quand même passer la vitesse supérieure. Et je voulais faire un aller-retour et doubler la mise entre guillemets. Alors de 600 à 1200, c'est quand même pas la même musique non plus. Mais je me posais toujours la question de savoir si j'étais capable physiquement et mentalement de tenir la distance. Alors Paris-Brest-Paris paraissait être l'épreuve justement pour tester. Mythique dans un premier temps, et puis vraiment avec toute l'histoire que cette épreuve peut raconter, j'avais vraiment envie de la faire et de la réussir. Donc voilà, ça a été la suite logique du premier 600, entre guillemets. J'imagine qu'en tant que cycliste longue distance, tu connaissais déjà Jean-Claude Chabiran ? Oui, je connaissais Jean-Claude Chabiran d'Angers, donc. Je ne sais pas combien il a de Paris-Brest, je ne me rappelle plus, mais enfin, de toute façon, c'est le recordman, s'il n'y a pas photo. Et cette année-là, donc, du fameux premier Paris-Brest-Paris, j'avais décidé de faire les brevets à Angers, justement, tracés par Jean-Claude, parce que 2 ou 3, je crois que c'est à partir du 400 et du 600,
On allait déjà en Bretagne, il nous commençait à nous faire goûter un petit peu au dénivelé, parce que bon, les monts d'Arrée et choses comme ça, pour ceux qui connaissent, c'est quand même pas plat. C'est particulier, ça a été une belle découverte. J'ai rencontré l'humain, j'ai rencontré le club d'Angers avec tous ses adhérents, et puis une bonne ambiance, des traces reconnues et roulées, donc aucune mauvaise surprise. Et puis en même temps, j'ai pris pas mal d'infos avec lui, quoi, sur la longue distance avant tout. Dans la progression de la longue distance, je pense à Paris-Brest, c'est important de faire ces escaliers de brevets des 200, 300, 400, 600. Oui, pour moi c'est primordial. On en voit maintenant de nos jours, dans l'actualité, il y a des phénomènes de société, c'est le gravel et l'ultra. Des gens qui s'engagent dans des ultras qui n'ont aucune expérience ou très peu. Alors que là, pour un Paris-Brest-Paris, vous êtes obligé de commencer par des brevets de 200, de 400, de 300, de 600. Ça permet de monter, crescendo, d'avoir un suivi et puis une logique pour espérer franchir le cap supérieur, suivant. On prend pas mal d'expérience, on fait la synthèse de ce qu'on a réussi, de ce qu'on a emmené, de ce qu'il fallait emmener ou de ce qu'on avait en trop, des erreurs qu'on a faites par la gestion, par le sommeil, par l'alimentation. Enfin, ça permet de faire pas mal de répondre à pas mal de questions et puis d'espérer aller un petit peu plus loin la fois suivante, quoi, tout simplement. Mais il est pour moi inconcevable de faire un Paris-Brest-Paris. De toute façon, c'est pas réglementaire. Les brevets sont nécessaires et obligatoires, mais pour toute épreuve d'ultra, on doit commencer par se connaître. Et puis passer tous ces brevets-là, c'est vraiment l'idéal pour moi en tout cas. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage, effectivement. Les rencontres par soi-même, enfin, tout est bon, quoi. Là-dedans, vraiment, franchement, les délais sont quand même assez larges. Ça permet de se retourner si ça va pas à un moment ou à un autre. En plus de ça, on n'est jamais tout seul sur la route, avec des gens qui ont déjà pratiqué et qui connaissent. Ce qui peut aussi être intéressant de découverte et de tout ce qu'il faut pour arriver à réussir, quoi. L'année suivant Paris-Brest, en 2016, tu te lances dans ta première diagonale, à savoir Brest-Menton, la plus longue, hein, qu'on Oui. appelle la Royale, et tu pars en solitaire. Oui. Ah oui, j'ai jamais vraiment fait les choses qu'à moitié, donc j'ai choisi la plus longue. Et puis cette diagonale de France avec la traversée, les paysages, les coins, il y avait des endroits où je n'avais jamais posé mes roues, donc j'étais vraiment intéressé et c'était celle qui me faisait de l'œil. Ayant réussi Paris-Brest-Paris correctement la première fois, je me suis dit, ah non, mais là, il faut que je fasse le défi, mais en solitaire, voir si je suis capable mentalement d'enchaîner 4 ou 5 jours, tout seul sur mon vélo, comment je vais réagir. Bon, physiquement, je savais que je pouvais l'encaisser, mais après, il y a aussi la tête, et puis les aléas, tout ce qui peut arriver sur une diagonale, enfin, maintenant, je sais, quoi. Et je me posais la question, et j'étais vraiment intrigué par ces diagonales d'ouest en est, de nord au sud, et ces villes avec ces commissariats, et puis tout son petit là, quoi. La feuille de route, plein de choses que j'avais besoin de connaître par curiosité, mais aussi pour découvrir. Et là, vraiment, je me suis lancé dans celle-ci, quoi. Et puis, j'ai pas regretté, du coup. Et alors, comment tu as eu connaissance des diagonales avant? Alors, en Touraine, on a la chance d'avoir des gens qui sont vraiment expérimentés, des cyclotouristes, des roulent toujours, comme on dit ici, hein. Alors, ils viennent des fois du 41, ils viennent aussi de Tours même, avec le GG, avec Jean-Pierre de l'autre côté, des gens qui ont fait beaucoup de diagonales, qui ont une grosse expérience de la France. Et puis c'est venu comme ça en fait, hein. On s'est rencontrés à plusieurs reprises sur des brevets similaires sur le club de Tours. Et puis voilà, quoi, je me suis lancé grâce à ça, hein, du coup. Et la première, tu l'as faite en solitaire, c'était un choix? Oui, c'était un choix parce que je ne savais pas trop comment j'allais réagir. Donc je voulais pas embarquer quelqu'un dans une galère ou me fâcher avec lui, parce que quand on fait un périple comme celui-ci, il faut vraiment bien se connaître parce que des fois on part copain puis on peut finir par être ennemi quelque part, parce que bon on sait pas quoi. Donc du coup je me suis dit non, je me la lance tout seul et puis je suis quand même assez solitaire de base, donc je voyais pas comment j'allais pouvoir faire autrement que d'y aller tout seul dans un premier temps.
Tu as fait d'autres diagonales après. Est-ce que j'en déduis que le concept t'a plu? Oui, ouais, j'ai adoré en fait. Oui, oui. La partie feuille de route et tout peut être lassante au début, mais quand on part dans une diagonale, ça fait partie de la diagonale déjà, de la tracer, de savoir où on va passer, où on va mettre nos pointages. C'est déjà l'aventure qui commence et on a l'avantage de savoir, enfin, et de choisir surtout dans quelle ville on veut s'arrêter, dans quelle ville on veut passer. Et ça, franchement, c'est l'idéal, quoi. Enfin, pour moi, ça fait partie du folklore de la diagonale, quoi. En tant que gros rouleur, tu fais des journées de 300 km, 350, plus grandes? Tu fais Oui, quoi? bah, ça dépend de ma, enfin, comment dire, d'où je pars et d'où j'arrive, mais j'essaie d'exploiter au maximum le temps de délai. Donc en fait, une journée type pour moi, c'est 320 bornes à peu près. Après, tout dépend s'il y a vraiment beaucoup de dénivelé, tout dépend des conditions météo, évidemment. Mais je sais que si je fais une grosse première journée à 320 bornes, j'essaie de refaire la même chose le lendemain pour finir un peu plus tranquille sur le dernier jour et y aller parce que la fatigue commence à s'accumuler. Après, voilà, je ne suis pas complètement focalisé, mais c'est 320 bornes en principe pour moi. Ok. Sur Brest-Menton, tu avais tracé plutôt plat ou tu avais fait des passages par des cols qui sont tentés vers la fin? Non, j'ai fait plat. Tu as fait plat. Ouais, ouais. Je voulais vraiment la réussir dans un premier temps et puis pas m'écarter trop de la vraie diagonale, ne sachant pas si j'allais aller au bout, avec plein de points d'interrogation. Puis en plus de ça, bon, mon gabarit fait que je ne suis pas grimpeur. J'adore la montagne, mais je suis quand même assez grand et assez lourd, donc je m'étais pas trop chargé. Et je voulais vraiment la finir, donc au plus simple, entre guillemets. Bon, de toute façon, il y a forcément des cols et puis des côtes à un moment ou à un autre, qu'on passe à droite ou qu'on passe à gauche. Donc pas la peine d'en rajouter non plus, quoi. Alors, l'affaire au plus simple, j'entends bien. Néanmoins, cette année, tu as tenté de faire Dunkerque-Perpignan en fixie. Ouais. Ça, c'est quand même difficile. Ça, c'est un autre défi, ça, c'est un autre débat, ça. Parce que depuis cette fameuse première diagonale, j'en ai fait une autre, hein, et j'avais aussi envie de la faire et de la partager, surtout. Donc j'ai un copain sur Paris qui roule souvent en pignon fixe, qui est même spécialiste, hein, Thierry en l'occurrence. Donc la première tentative, qu'on a réussi d'ailleurs, était donc Brest-Strasbourg, qu'on a faite il y a 2 ans en pignon fixe, hein, en 42-17 pour tous ceux qui sont curieux de savoir. Et puis cette année, on avait décidé de remettre le couvert, mais de faire carrément nord-sud, donc Dunkerque-Perpignan. Et là, bon, pour les gens qui connaissent un peu la géographie de la France, c'est quand même pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a quand même le Massif central à traverser. Et puis l'approche de Perpignan, il y a forcément des côtes aussi. Et en pignon fixe, c'est moins drôle. Mais pour nous, c'était le défi. Alors voilà, bon, après on a eu des conditions météo qui ont été plus ou moins favorables. On a eu du mauvais temps juste une journée, le troisième jour, donc en fait c'était tout à fait gérable à ce niveau-là. Par contre, du vent, beaucoup de vent défavorable qui nous a un peu usé. Et puis nous, là pour le coup, au niveau intendance, au niveau préparation, on était limité en temps, donc on ne pouvait pas exploiter les senteurs qui nous étaient imparties. Donc on avait décidé de la faire en 4 jours, en 4 étapes. Donc ça nous obligeait à faire 300, 350 bornes, 3 jours de suite, plus la dernière journée un petit peu moins, mais avec un peu plus de dénivelé. Et du coup, on avait presque réussi jusqu'à Millau, où là j'ai cassé mon vélo, moi personnellement, ma roue arrière a cassé. Donc j'ai laissé partir Thierry pour finir, et puis moi ça a été un stop définitif direction la SNCF et le train. Voilà. Alors, j'ai 2 questions innocentes. Oui. Comment en fixie tu grimpes quand tu as un col devant toi? Comment tu fais? Moi, c'est une vraie question. Et comment tu descends? Tu te reposes jamais les jambes. Le pire, c'est la descente, pour moi en tout cas. Le pire, c'est vraiment dans la descente où il faut vraiment faire attention et gérer. Et en fait, on tourne toujours les jambes, hein, c'est le principe. Donc on fatigue un peu plus. Mais quelque part, dans la montée, on est toujours en cadence, jamais notre cardio monte au-dessus de la limite. Et ça se gère. Après, c'est une histoire de cadence de pédalage, tout simplement.
souvent en danseuse évidemment, d'où l'intérêt de ne pas être trop lourd et de ne pas avoir un vélo trop lourd, trop chargé non plus, parce que plus il est lourd, forcément plus c'est compliqué pour grimper. Puis après c'est dans la gestion, et moi je gère avec le cardio en fait tout simplement. Donc j'accélère, j'appuie ou je ralentis en fonction de mon cardio pour rester dans la bonne zone et pas péter quoi, complètement, tout simplement. Et en descente, ta cadence en descente, tu vas arriver à quelle cadence? C'est entre 90 et 100 tours. Mais après, moi, je limite, hein. J'ai un frein quand même, donc Ouais. je freine de temps en temps. Et puis, j'essaie de compenser et d'appuyer sans appuyer les jambes pour pas prendre trop de vitesse, justement, et pouvoir la contrôler. Ok. Voilà, tout simplement. Intéressant. Faut oser se lancer. Ouais, réflexif. en fait, le défi est un peu stupide, on va dire, et certains vont pas C'est un comprendre, défi. mais c'est un défi, quoi. Donc, on n'a rien demandé à personne, hein. On l'a fait parce qu'on avait envie de le faire, et puis, on aime rouler en fixie, donc, tout simplement, ça paraissait, voilà, comme ça, quoi. Ouais, mais beau défi. Bah oui, oui, c'était sympa en plus, et puis bon, on se connaît très bien, on s'entend très bien, là, pour le coup, on est sûr qu'on va même pas se fâcher, même s'il y en a un qui termine et l'autre qui finit pas, Ok. et après, on fait partie comment dire, d'une expérience tous les deux. On a fait d'autres épreuves et puis avec Thierry ça se passe toujours bien à ce niveau-là quoi. Je vais te proposer quelques questions plus larges sur ton rapport au vélo Oui, et on reviendra après sur comment tu gères l'effort, oui, comment tu t'entraînes, etc. d'accord. Alors, depuis ton premier Bordeaux-Paris, tu as fait quantité de longue distance. Oui. Qu'est-ce qui te pousse à rouler sur de la longue distance? Est-ce que c'est une quête personnelle? Est-ce que c'est un besoin de dépassement, une recherche de défi? C'est quoi ton moteur? C'est un peu le tout. J'adore le défi physique, personnel, pour mon challenge à moi perso, parce que je roule pour moi avant tout, hein. J'adore découvrir, donc l'ultra, la longue distance, que ce soit la diagonale ou d'autres épreuves, me permettent d'aller voir des routes, des départements, des régions que je ne connaissais pas forcément toujours. Et quoi de mieux que de les parcourir en vélo. Les premières années, je m'arrêtais pratiquement pas. Maintenant, je peux m'arrêter pour prendre une photo sans problème. Je joue pas à la montre, je découvre. D'ailleurs, je me suis lancé dans les BPF, les brevets provinces de France, pour ceux qui connaissent. Ça permet de découvrir le patrimoine, de bien connaître notre pays. Il y a encore des super régions, il y a toujours des super régions, il y a des jolis départements, des belles choses à voir. Et quoi de mieux que de les faire en vélo, dans un premier temps. Sur de la longue distance, diagonale ou autre ultra, tu as eu sûrement des moments difficiles, de doute. Comment tu surmontes toi, ces moments de fragilité? Après, c'est mental, oui, effectivement, sur des longues distances, on a toujours des moments un peu plus faibles, que ce soit physiquement, mais mentalement aussi. Alors au début, ça fait drôle parce que on se demande si on va pouvoir continuer. Alors si peu qu'il se mette à pleuvoir, c'est encore pire, parce que des fois, dans les conditions plus ou moins dantesques au niveau de météo, là, franchement, on se demande vraiment ce qu'on fout là. Ça nous est arrivé plus d'une fois, ça arrive à tout le monde, hein. Alors il y a celui qui s'arrête dans un abri de bus, qui appelle un ami. On dit toujours appelle un ami, ça veut dire que tu changes un peu ta façon de penser, ton état d'esprit de l'instant T. Il y en a d'autres qui ajoutent des petites sonnettes sur leur cintre. En fait, mentalement, il faut penser à autre chose tout de suite dans l'instant T. Donc le fait d'actionner la sonnette ou de mettre une musique sur le portable en fait on change de page quoi et on continue. Ou alors on s'arrête, on mange, on dort et après on regarde si on abandonne ou si on continue. Il y a plusieurs solutions. Moi j'aime bien m'arrêter, manger, appeler ma chérie, appeler ou pas d'ailleurs, ou écouter quelque chose, ou regarder ma trace et me dire tiens je vais aller m'arrêter là-bas parce qu'il y a un truc à voir. Et puis ça passe. Mentalement et physiquement ça revient et puis on continue tout simplement. Tu parlais de météo dantesque, conditions difficiles. Tu as sûrement eu des très forts vents de face. C'est Oui. quand même très difficile. Comment tu gères Ouais. ça, le vent de face? Pareil. Ouais, enfin le vent il gagne toujours contre nous, hein. Donc il faut partir du principe que c'est toujours lui qui va avoir le dernier mot. Alors après il y a la gestion. Moi en plus de ça j'ai un gros désavantage, c'est que je suis très grand, donc je prends beaucoup de vent. Ce qui n'est pas le cas de Thierry par exemple, qui est assez petit par rapport à moi. Et forcément je suis habitué à prendre du vent. Je ne suis pas souvent à l'abri, hein. J'ai pas rencontré beaucoup de cyclistes qui étaient aussi grands que moi, voire plus pour m'abriter. Donc tout simplement, il faut gérer. Alors, on rajoute une dent et puis on tourne un peu moins vite, on baisse la cadence,
on reste toujours dans sa zone de confort, entre guillemets, et puis ça passe, quoi, tout simplement. On va un peu moins vite, il faut l'accepter mentalement, même si des fois c'est vraiment pénible, surtout sur la longue distance, parce que quand vous partez pour un dimanche matin pour 100 bornes, généralement c'est une boucle, donc à un moment ou à un autre, on va l'avoir favorable. Alors la plupart partent vent de face pour rentrer tranquille, ou rentrer à fond, mais le vent a tourné forcément, alors que là, quand on fait une diagonale, par exemple, ou un ultra, c'est toute la journée, voire même plusieurs jours d'affilée où le vent est toujours dans le même sens, et comme on va toujours dans ce sens-là, on l'a toujours dans le nez. Faut faire avec, c'est dur, mais faut l'accepter, quoi. Tu m'indiques que tu es grand, tu fais quelle taille? Je fais 1m98. Tu as des prolongateurs? J'ai des prolongateurs, je mets les prolongateurs à partir de 1000 km. En dessous, je les mets pas. Tu les mets pas? Non, je les mets pas. C'est quoi la contrainte de les mettre en dessous? Pour moi, c'est pas utile parce que mes douleurs, contraintes, c'est surtout pour les mains et pour les lombaires, pour le dos, pour soulager tout ça, ou pour aller soulager un peu le fessier. Je sais que jusqu'à 800, 1000 km, j'aurai rien qui va pouvoir me faire mal, entre guillemets. Après, passer les 1200, si le terrain est plus plat, pour gagner un peu comment dire, en aérodynamisme, je vais les rajouter. Et pour soulager mes poignets et des choses comme ça, ou même les cervicales, à ce moment-là, je rajoute les prolongateurs. Mais je suis pas vraiment... c'est pas nécessaire pour moi jusqu'à 1000 km. Je peux faire un Paris-Brest-Paris sans mettre les prolongateurs. Parce que déjà, il y a du dénivelé, donc dans les côtes, de toute façon, les prolongateurs ne sont pas vraiment utiles. Il n'y a que la première partie, quand elle est plate, où on est un peu en aérodynamisme, où on gagne un peu en force, où on gagne un peu en puissance, et donc en vitesse, mais autrement, pour moi, c'est pas primordial. Si je parle de diagonale ou longue distance, qu'est-ce que ça représente dans ta vie ou le vélo? Moi, c'est une passion, en fait. Hein. Le vélo est une passion. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, je fais du vélo taf tous les jours, pratiquement. Ou sauf cas exceptionnel, mais c'est vraiment exceptionnel. Et avant tout, pour moi, c'est la passion, le vélo. Que ce soit en tant qu'amateur, en tant que professionnel et en tant que sportif, parce que j'aime le défi, j'aime, donc, comme je l'ai déjà dit, la découverte, et puis je suis passionné de vélo, quoi, tout simplement. Et pour nous, pour moi, à la maison, on mange vélo, on vit vélo, quoi. Ma femme me supporte avec le vélo. Donc, est-ce que je peux traduire que vélo taf, tu fais combien par jour en vélo taf? Je fais 10 bornes. Ça va, c'est vraiment... Ouais. Après, donc, je fais du vélo taf rallongé des fois. Bien sûr. Je vais pas passer à Blois, mais je peux partir 2 heures et j'ai fait du vélo taf. Ça peut faire partie des choses. Voilà. Donc, tu as du vélo taf, ouais. Tu as tes épreuves longue distance, ouais. Et j'imagine que chez toi, tu roules sur home trainer. Exactement. Pendant toute la période hivernale, actuellement d'ailleurs, j'ai vraiment le home trainer connecté avec l'application qui va bien pour soit partager avec les copains sur le home trainer connecté ou pour faire des entraînements plus spécifiques pour ma préparation hivernale, entre guillemets. On va revenir sur l'entraînement et une dernière question par rapport aux longues distances ou aux diagonales, l'importance des rencontres avec d'autres personnes, connues ou non connues, et je vais penser aux saristes. Tu en as croisé des saristes? Oui, à chaque fois, j'ai eu la chance de rencontrer des saristes, ouais. C'est très intéressant et c'est très important, d'où l'importance de faire une belle feuille de route qui peut être réverbatif, un peu exigeante, un peu protocolaire et tout quand on se lance dans une diagonale. Sachez que vous avez toujours au milieu de la France quelqu'un qui sait à peu près où vous êtes, qui vient à votre rencontre, qui peut vous être très utile, ne serait-ce que par la rencontre, pour le dialogue. Ensuite, le gars, il apporte un sandwich, il vous offre un verre, il vous donne une chambre à air si vous avez percé il y a 2 heures. Enfin, c'est toujours intéressant. Et on fait des très belles rencontres avec des gens vraiment passionnés. Alors forcément, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas des gens qui vont se montrer, qui vont vous dire qu'ils ont fait ci ou qu'ils ont fait ça, mais par contre, c'est des gars, c'est de l'or, quoi, tout simplement. Quand vous vous arrêtez un matin, prendre un petit déjeuner chez Jean-Claude Chabiran, je peux vous dire que vous en prenez plein la tête, quoi. Et c'est vraiment primordial. Et moi, j'ai été nourri de ça, en fait. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est souvent, les diagonalistes ont une image un peu vieillissante, mais c'est souvent des gens chargés d'expérience. Surtout de l'expérience. Effectivement, ce qu'on va dire, la plupart du temps, il y a 2 catégories. Il y a le cycliste qui profite,
qui va dire c'est du cyclotourisme, vous avez des délais quand même très très larges, 20, 21 de moyenne, machin, et si. Et il y a l'autre qui lui veut faire la performance, qui met un tracker sur son vélo pour que tout le monde voit, qui fait 24 heures sans dormir. C'est une autre discipline, entre guillemets. Mais après, au bout du compte, ça dépend ce que la personne recherche. Moi, je préfère rencontrer l'humain, même si je fais aussi de l'ultra avec un tracker, c'est pas le problème. Mais là, on prend le temps de discuter, on a des rencontres, on a de l'expérience, on apprend des choses. Et comme je suis curieux, ben voilà, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que tu dirais à un ami qui souhaite se lancer dans une diagonale et qui hésite, ou de la longue distance et qui hésite, qui a peur d'y aller? Oui, bah, de toute façon, on en est tous passés là, même moi le premier. J'ai commencé avec 50 bornes, je ne savais pas si j'allais arriver à faire 100 bornes un jour. Il faut bien commencer à un moment ou à un autre. Si quelqu'un me demandait ça, je lui répondrais commence par faire des brevets. Commence par faire un brevet de 100 pendant le mois de janvier. Au mois de février, tu fais un brevet de 200. Au mois de mars, tu fais un brevet de 300. Au mois d'avril, tu fais 4, et ainsi de suite. Et puis après, tu vas arriver aux 600 et tu vas te dire, mais il y a la frontière des 1000 à franchir. Et là, tu t'engages sur un brevet de 1000, mais tu sais que les 600, tu les as déjà parcourus, tu connais les réponses. Donc tu testes ton matériel, tu testes ce que tu emmènes dans ta sacoche, tu testes ton alimentation, parce qu'il faut pouvoir s'alimenter, mais aussi digérer. Toute l'intendance, entre guillemets, d'un cycliste qui fait de la longue distance. Après, on n'est pas surhumain non plus, il suffit juste de cumuler quelques jours de sport, qui sont du vélo, en restant dans des zones cardiaques, physiques, s'alimenter, boire, des choses primordiales, mais de tous les jours. Et puis après, il faut se lancer pour avoir les réponses, tout simplement. Mais c'est tout à fait réalisable. Il n'y a pas besoin d'être champion du monde pour faire une diagonale, je vous rassure. Je ne le suis pas d'ailleurs. Non, Marc. Quand même. Alors, justement, est-ce que tu peux essayer de synthétiser comment je fais pour faire de la longue distance pour durer plusieurs jours sans me cramer dès le premier jour? Comment tu gères l'effort? Oui. Sur quoi je me fie? Qu'est-ce que je fais en endurance fondamentale? Ouais, c'est surtout ça. Moi, j'ai pris le parti de travailler, par exemple, l'hiver sur home trainer, comme on parlait tout à l'heure, avec des entraînements bien ciblés, où on travaille de l'intensité, des intervalles et tout ça, pour avoir un fond vraiment en endurance, mais aussi, débloquer la partie diesel qu'on pourrait avoir en tant que tout cyclotourisme, en tant que ultra, puisque quand on fait de la longue distance, le principe c'est d'aller vite, mais de rester sur une allure qui nous soit, un peu confortable, pour pas s'épuiser et pour pouvoir enchaîner les jours de vélo dans les meilleures conditions. Donc il est bien évident que si vous arrivez au pied d'un col et que vous montez un col et que votre cardio est à 180 pendant 1 heure, vous allez quand même être beaucoup plus fatigué après pour finir la journée. Si vous avez 40 bornes derrière, ça va. Si vous en avez encore 150, ça va être encore un peu plus dur. Et cette fatigue va se répercuter sur le lendemain, sur le jour suivant. Donc en fait, moi je pars du principe que je fais beaucoup d'intensité et beaucoup de longues distances l'été, à partir du printemps, mais que pendant la période hivernale, je travaille en sens inverse. Donc l'endurance fondamentale pendant l'ultra, mais l'intensité de l'intervalle pendant tout l'hiver, entre guillemets. Ce qui permet après de développer mon endurance fondamentale, évidemment, de travailler la zone 2, de rouler en zone 2, donc de consommer essentiellement des lipides, ce qui est pratiquement inépuisable sur le corps. Après, à nous de nous alimenter avec des choses qui correspondent à notre pratique. Mais la base, elle est là, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, je roule, on va dire, à 27-28 km/h avec un cardio très bas, genre 130 pulsations maxi. Et comme ça, je ne fatigue pas, en fait. Et puis, je peux durer et je pourrais traverser la France comme ça, tout simplement. Donc, surveiller son cardio pour pouvoir durer. Ouais, okay. Ouais. Après, au bout du 3e ou 4e jour, le cardio a tendance à ne pas afficher
comment dire, la puissance qu'on peut encore avoir. Mais ça, c'est par connaissance, par expérience, entre guillemets. Le premier jour, on sait que dès qu'on fait un petit effort, le cardio monte un petit peu plus. Mais avec l'accumulation des heures de selle et l'accumulation des jours de vélo, notre cardio a tendance à baisser un petit peu. Mais après, à nous de sentir quand on a encore la force, ou quand on peut en mettre un peu plus, ou quand on peut en mettre un peu moins. Mais ne jamais franchir la zone qui peut nous être néfaste pour le jour suivant. Ok, très important. Pour moi en tout cas. Ouais. Et dans ta vie de tous les jours, en dehors des épreuves d'ultra, Oui. est-ce que tu fais particulièrement attention à ce que tu manges? Tu bois pas d'alcool, tu bois pas de café, tu dors régulièrement, tu as une vie extrêmement saine ou pas? Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, je m'y suis mis, ouais, parce qu'en fait, j'étais basketteur avant à un haut niveau, où ouais, il fallait que je sois plus lourd que maintenant, parce que sinon, quand on tombait contre des Américains et tout, si on faisait pas le poids, on faisait dégager vite fait. Donc en fait, quand je me suis mis au vélo, j'ai commencé par perdre à peu près 12 kilos. Et sans vraiment faire de gros efforts. Mais je me commençais à m'intéresser à la nutrition pour essayer d'exploiter au maximum mes capacités physiques, parce que c'est bien joli de faire du vélo, mais pour moi il est inconcevable d'aller manger un shish kebab quand on a fait 300 bornes. Après c'est mon point de vue. Mais bon, c'est ma façon de voir les choses. Je sais que des gens de l'ultra mangent n'importe quoi parce que ils consomment aussitôt. Effectivement, tous les gens qui vont vous dire que vous faites de l'ultra, ce que vous mangez, vous le consommez. Mais c'est faire bien à son corps. J'ai commencé à faire ça tout au début, en fait. Pour te citer un peu quelques exemples, je ne mange plus de viande, je ne bois plus de lait de vache, parce que j'avais toujours des douleurs, des courbatures, enfin, je ne sais pas si ça a une incidence parce que je ne suis pas médecin, mais je sais que depuis que j'ai changé un peu mon alimentation, où je suis plutôt végétal, j'ai beaucoup moins de perturbations, que ce soit au niveau gastrique, que ce soit au niveau tendineux. Et puis, ma vie est plus saine, je trouve. Donc, je suis plus performant dans la partie sportive, mais aussi dans la vie de tous les jours, tout simplement. Voilà. Alcool ou jamais? Si, un petit peu de temps en temps, j'aime bien le bon vin, en fait. Et j'aime la bière, malheureusement, parce que bon, parce que je sais que même en ayant fait 300 bornes, si je bois une bière le soir, ça déshydrate plus que ça ne réhydrate. Chose que la plupart des gens font. C'est une grave erreur. Mhm. Mais ça n'engage que moi, effectivement. Voilà. Là, tu as l'impression que tout cycliste qui se respecte boit de la bière en fin de sortie. Souvent. Souvent. Je vois les mecs qui se sont fait plaisir, ils ont fait une super sortie et tout. Et c'est convivial aussi après avec la bière. Moi, je suis plutôt périémente. Je suis désolé. La convivialité peut se faire sans bière, à mon avis. Je suis bien d'accord avec toi. Mais je sais que pour avoir côtoyé et pour voir ce qui se passe autour de moi sur certaines épreuves et tout, la bière, pour certains, est primordiale après avoir fait un effort. Mais c'est leur façon de voir les choses. Je respecte, il n'y a aucun problème. Moi, ça sera plutôt périémente. C'est un choix que je partage. Merci beaucoup. Comme du lait végétal, je préfère du lait d'amande que du lait de vache, parce que le lait de vache, c'est pour les veaux. C'est pas pour les humains. Donc voilà, tout simplement. Ok. Et t'es devenu végétarien? Oui. Ouais. Depuis 10 ans, en fait. Ouais, 10 ans. J'ai fait un Paris-Roubaix en cyclo-sportive, donc là, assez vite et tout, avec les mains défoncées parce qu'on avait fait ça à 33 de moyenne. Et puis, à l'époque, il y avait un gars qui s'appelait Juan Antonio Fletcher, pour ceux qui connaissent, c'est un ancien professionnel. C'est lui qui menait le groupe, et puis en fait, je m'accrochais au premier groupe. Et je me suis retourné un jour, et à un moment, au bout d'un 3e secteur, je crois, un truc comme ça, et on n'était plus que 20, et tout le monde avait pété. Puis le but, c'était de rester le plus longtemps possible dans le truc. Donc j'avais beaucoup donné physiquement de ma personne. Et quand on est rentré à Roubaix, j'ai dit à ma femme, on va aller dîner quand même. On s'est fait une super brasserie, et je me suis fait une andouillette maison. Et en la regardant, je me suis dit, l'andouillette, c'est la dernière que je mange. J'ai dit à ma femme, je ne mange plus de viande à partir de ce soir. Et j'ai respecté, ça fait 10 ans. Voilà. Pourquoi? Vous allez me dire, parce que j'ai pas trouvé nécessaire de manger de la viande. J'ai pas trouvé de la bonne qualité de viande. J'en avais marre d'acheter des trucs au supermarché qui ressemblaient à rien quand on mettait dans la poêle, parce que voilà, quoi, tout simplement. Et pourtant, mon oncle est agriculteur, donc je connais où manger de la bonne viande, mais ça s'est arrêté là, quoi. Pour moi, c'était plus nécessaire. Et vu tes performances, effectivement, on peut largement se repasser. Ouais, oui, enfin, moi, je sais que j'ai pas de carence, je sais quoi manger. Après, c'est plus compliqué quand on est sur la route, parce qu'il faut trouver le bon aliment au bon endroit. Donc, ça peut être chez le traiteur, la petite épicerie,
mais certainement pas au McDo, et encore, j'y suis allé 1 ou 2 fois par obligation, on va dire, mais c'est pas mon truc, quoi. C'est pas mon truc du tout. Nous arrivons au terme de ce podcast. Pascal, aimerais-tu ajouter autre chose? Bah non, enfin, à part ceux qui sont encore réticents et qui se posent encore des questions pour se lancer dans la longue distance. Vu qu'il y a de plus en plus d'épreuves, il y a de plus en plus de challenges, commencez crescendo, c'est ce que je pourrais vous conseiller déjà. Entourez-vous de gens qui ont déjà roulé, ils sont là pour vous répondre. N'hésitez pas à poser des questions, à regarder autour de vous, à faire vos propres expériences sur soit ne serait-ce que de l'alimentation ou de la boisson dans un premier temps, et puis après lancez-vous et montez crescendo dans les kilomètres et dans les jours et profitez, et puis restez plaisir, quoi. Enfin, le vélo c'est tellement dur que si on prend plus de plaisir, ça sert à rien de le décrocher du garage. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Puis bonne route, hein. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Merci Marc. Avec grand plaisir. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste@gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Merci également pour tous vos commentaires nombreux que je reçois au sujet de ce podcast et qui m'encouragent et me font grand plaisir. Au revoir Pascal, merci. Au revoir Marc.